c'est-à-dire qu'en 2008, vous commencez à cerner le problème à travers les petites relations que vous prenez à droite à gauche et à comprendre qu'il n'y a, enfin du moins si j'ai bien compris, c'est aussi votre conclusion, qu'il n'y a rien à attendre de la justice. Alors j'imagine que rapidement vous allez devoir prendre ce fameux choix dont vous a parlé Jean-Pierre Joseph. Ben, j'ai vraiment pris ce choix quand mon fils Tony, Le plus jeune. le plus jeune, Oui. Donc manifestement ça continue les violences. ça continue sur Tony. Sur Tony. Il a quel âge en 2008? Il a 2 ans. 2 ans, hein. Ok. Alors, il y a un moment donné où vous prenez une décision grave. 15 jours après ça, je pars avec les enfants. 15 jours après. Quelle date? 14 Pour décembre. situer. 14 décembre. 14 décembre 2008. Alors, votre cavale, sans savoir où aller, a duré combien de temps? Elle a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, vous êtes resté en France. Et vous avez trouvé le moyen de subsister, trouver des logements J'avais un petit peu d'économie qui vous ont permis de tenir 2 ans et demi. qui m'ont permis de tenir 2 ans et demi. J'ai été hébergée la plupart du temps. Oui. Vous avez trouvé des gens pour vous aider, donc. Voilà. D'accord. Comment ça se termine? Donc voilà, ça se termine, je fais du stop avec les enfants et il y a les gendarmes qui passent à ce moment-là et ils s'arrêtent pour me contrôler. Donc j'ai été arrêtée, j'ai fait de la garde à vue, je suis allée 3 jours à la prison de Nîmes. J'ai été transférée donc à Saintes. Donc j'ai fait 4 mois de prison et au bout des 4 mois, ils m'ont mis 2 mois en psy. Ils vous ont mis 2 mois en psy. Ils vous ont fait interner. Ils m'ont fait interner le préfet. Le préfet de Saintes vous a fait interner à l'hôpital psychiatrique de Saintes. C'est parce que cette mère persécutée s'était enfuie avec ses 3 enfants qu'elle avait ensuite été brisée par les représailles des acteurs prétendus judiciaires. Et comme on vient de l'entendre, sa décision de partir en cavale n'était pas le fruit d'un coup de folie, mais de conseils d'avocat. L'avocat en question, effectivement bien au fait du contexte, par sa prise de position totalement incongrue pour un acteur judiciaire, avait ainsi validé la réalité des agressions sexuelles commises sur les enfants de Sandrine Gachadois. Surtout, l'avocat confirmait le fait que dans de telles affaires de violence sexuelle sur mineurs, il était impossible aux petites victimes et à leurs parents protecteurs d'obtenir autre chose que de terribles représailles de la part de la justice française. Cette cavale de Sandrine Gachadois constituait la seule alternative, courageuse, qui, dans les faits, pouvait protéger ses enfants de ce réseau qui détruit enfants et parents protecteurs dans l'ombre par le biais de son service d'inquisition, la justice française. Dans notre précédent documentaire intitulé « Les réseaux de l'horreur », nous mettons en lumière l'existence d'un rapport officiel de l'ONU qui dénonce déjà en 2003 la réalité de ce climat insoupçonné d'inquisition. Je cite ces quelques lignes très explicites qui viennent conclure ce rapport définitif du rapporteur spécial Juan Miguel Petit. Le rapporteur spécial tient à recommander à nouveau qu'un organe indépendant mène de toute urgence une enquête sur les carences de la justice à l'égard des enfants victimes de sévices sexuels et des personnes essayant de les protéger. Derrière cet euphémisme diplomatique, en fait de carence de la justice, il ne s'agit que des manifestations de l'inquisition pédocriminelle. Ces récurrentes machinations, travesties en mesures judiciaires, sont menées de façon délibérée et systématique par les acteurs prétendus judiciaires dès qu'il s'agit d'affaires de viol sur mineurs par ascendant et ou en réunion, en réseau organisé. Des affaires portées dans les formes légales devant la justice française. Cet accablant rapport officiel a tout simplement été jeté à la corbeille par ceux qui étaient impliqués. Mais quoi de plus naturel? Pour que des crimes cessent, doit-on s'adresser à ceux-là même qui les commettent? Notez au passage que notre initiative citoyenne, s'agissant de la réalisation d'enquêtes indépendantes,
faute de suite officielle donnée aux recommandations du rapport de Juan Miguel Petit, rentre très exactement dans ce cadre. Je cite cet autre passage de la conclusion de son rapport définitif. Le rapporteur spécial espère avoir apporté des éléments judicieux au nécessaire examen public de ces importants sujets de préoccupation et invite le gouvernement français et les membres de la société civile à continuer de lui communiquer des informations sur les faits nouveaux pertinents en la matière. Si nous n'avons pas la prétention d'être cet organe indépendant, nous pensons en revanche être encore des membres de la société civile. Ce que nous voulions éclairer ici, c'est justement le fait que ce sont quelquefois des avocats et même des magistrats qui conseillent aux parents protecteurs persécutés de fuir la France avec leurs enfants pour les protéger du tout-puissant réseau pédocriminel national. Je cite ce passage du rapport préliminaire de Juan Miguel Petit, rapporteur spécial de l'ONU, repris dans son rapport définitif. Dans un nombre croissant de cas, un parent séparé, habituellement la mère, choisit d'amener l'enfant ou les enfants à l'étranger plutôt que de se conformer aux décisions d'un tribunal accordant des droits de visite ou attribuant la garde à l'auteur présumé des sévices, ce qui, à son tour, pourrait exposer l'enfant à de nouveaux sévices sexuels. Il est même arrivé que des juges et des avocats au courant des faiblesses du système judiciaire conseillent officieusement à certains parents d'agir de la sorte. Mes propres expériences confirment ce fait. En 2006, lors de l'affaire Vincent, voire le livre « L'affaire Vincent au cœur du terrorisme d'État », c'est le même avocat cité par Sandrine Gachadois qui, alors avocat du petit Vincent, m'avait recommandé de mettre l'enfant sous ma protection citoyenne, faute de mieux. Il fut le premier, à cette occasion, à m'informer quant à la réalité du réseau pédocriminel sataniste national et de son emprise totale sur l'institution judiciaire. Ceux qui me connaissent déjà savent que cet épisode s'étant soldé par mon incarcération crapuleuse et ma crapuleuse condamnation pour soustraction de mineurs fut l'élément déclencheur de notre combat, à Janet et moi, pour les enfants trahis. Car écoutant l'avocat de l'enfant, j'avais donc immédiatement répondu à cette obligation légale d'aller à l'encontre de décisions illégales, formulées par des imposteurs de magistrats. J'ai pris en compte à mon niveau citoyen la protection de cette petite famille, faute de mieux, et conformément aux principes judiciaires d'état de nécessité. Durant cet épisode rocambolesque, c'est un vice-procureur en exercice qui, validant la situation de martyr de cet enfant, tout comme mon action citoyenne, avait accepté de le cacher à son propre domicile durant 1 mois et demi avec sa grand-mère. Martine Bouillon, vice-procureur de Bobigny, apparaît malheureusement dans les procédures liées à mon inculpation crapuleuse pour soustraction de mineurs. Le magistrat avait été balancé par le président de l'association qui me mandatait en tant que bénévole pour enquêter sur ce genre d'affaires. Hélas, le lobby pédocriminel a donc clairement identifié la résistante Martine Bouillon et de ce fait, la citer à nouveau ici, ne fait que la mettre à l'honneur à titre d'exemple. C'est cette femme magistrat au cœur de Lyon qui dénonce l'existence de charniers d'enfants en région parisienne, mais également la réalité des réseaux pédocriminels satanistes sur le plateau de télévision de ce célèbre documentaire de France 3 intitulé « Viol et sacrifice d'enfants, la fin du silence ». Si vous n'avez pas vu ce reportage de 1999, circulant sur Internet, nous vous invitons à y remédier de toute urgence car il met en lumière très parfaitement la protection institutionnelle des réseaux pédocriminels satanistes en France. Et pour information, comme par hasard, ce reportage a été retiré des archives de presse nationale. Pour revenir à notre dossier d'enquête interdite, nous vous proposons quelques extraits d'interviews sélectionnées que nous avons prises pendant notre tournée clandestine. Nous vous offrons pour commencer les déclarations d'une mère qui, comme Sandrine Gachadois, a eu le courage de s'enfuir en clandestinité avec son enfant pour la protéger du sous-réseau du Var.
Cet officier ingénieur dans l'armée française, qui a donc sacrifié sa brillante carrière pour sauver sa fillette, serait-elle, elle aussi, comme Sandrine Gachalois et tous nos témoins, en proie à des délires paranoïaques? Priscilla, bonsoir. Alors vous avez accepté et même souhaité cette rencontre, cette interview, pour me raconter, pour nous raconter, je crois au plus grand monde possible, la très désagréable mésaventure qui vous occupe aujourd'hui. Est-ce que vous voulez, pour commencer, vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Priscilla Majani, j'ai 37 ans, j'ai une petite fille Camille qui a 5 ans et je suis en instance de divorce avec mon futur ex-mari depuis la date du 9 décembre 2008. J'habitais jusqu'à présent le Var et en particulier la ville de Carqueiranne qui se situe près de Toulon. Et je suis ingénieure militaire, j'ai plus exactement le statut d'IETA, donc qui est ingénieur des études et techniques de l'armement, qui est un statut de la DGA, Délégation Générale pour l'Armement, et donc j'ai le grade de capitaine au sein de l'armée française. J'occupais jusqu'à présent les postes d'adjoint au sous-directeur plan méthode au service du soutien de la flotte à l'arsenal de Toulon. Et j'ai été obligée de prendre, depuis le mois de mars 2011, un congé sans solde. Alors vous êtes officier dans l'armée française. Tout à fait. Et vous avez été obligé de prendre un congé sans solde, ce qui, à mon avis, n'est pas très avantageux pour le plan de carrière d'un officier. Non, c'est sûr. C'est pour l'affaire qui nous occupe en ce moment? Pour un problème gravissime qui me concerne et qui concerne ma fille. Alors, vous êtes en instance de divorce, vous n'êtes pas encore divorcé. Non, malheureusement. Non. Oui, vous avez donc, si j'ai bien compris, jusque-là, partagé la garde de votre enfant avec votre mari. C'est bien ça, vous vivez voilà, séparément? Donc les juges ont décidé une garde alternée. Oui. Donc une semaine chez la mère, une semaine chez le père. Et donc c'est quand la fille, bien sûr, était chez vous qu'elle vous a fait ces fameuses déclarations. Voilà, vous pouvez très rapidement les synthétiser, nous dire de quoi il en retourne? Donc elle commence à parler le 5 janvier 2011. Elle fait dans un premier temps des révélations d'agression sexuelle. Donc elle dit que son papa lui montre tout le temps son zizi, qu'il lui demande de toucher, de mettre dans la bouche, qu'il lui touche ses parties génitales à elle, qui se met dans le lit, qui veut lui faire des bisous sur la bouche, qui se met dans le lit avec elle. Donc elle commence par faire des premières révélations uniquement d'agression sexuelle. Mm-hmm. Donc ma mère était présente. Il a 63 ans, vous en avez 37. Et on avait 27 ans d'écart. Vous avez 27 ans d'écart, oui. Alors, en ce qui concerne Camille, votre enfant, par exemple, quand elle revenait des gardes chez son père, y avait-il des choses qui vous paraissaient curieuses? Y a-t-il qui vous reviennent en mémoire maintenant qu'elle vous a fait ces révélations? Il y a quelque chose qui recoupe, en fait, ces déclarations. Alors, déjà, dans son comportement, avec une surexcitation énorme quand elle revenait de chez son père, elle mangeait pas, il y avait des fois où elle se mettait à pleurer, complètement recroquevillée sur elle-même. Donc elle revenait amaigrie. J'avais énormément de mal à lui faire avaler quelques cuillères. Elle faisait des cauchemars et surtout elle avait énormément peur de s'endormir. Pour sortir le moindre mot et la moindre phrase, puis elle se mettait à bégayer et j'avais jamais réussi à comprendre. Donc tout un tas de signes, sans parler bien sûr des traces de coups dont elle disait subir et que je pouvais constater. Et notamment, elle était frappée. Elle était frappée régulièrement, oui. Et ça, vous avez pu le constater? Au visage, sur le corps, oui. Ça a été constaté par 2 médecins qui ont heureusement bien accepté de faire des certificats médicaux. Alors donc la fille manifestait un traumatisme, c'est évident, des mauvais traitements, des coups,
Quelque chose d'autre qui aurait plus précisément recoupé ces déclarations. Vous avez un élément ou... Alors, il y a une amie, une fois, à peu près un an avant que Camille nous fait ses révélations, Camille, elle dit que papa lui fait pipi dessus. Je lui dis, mais c'est pas... Non, je lui dis, non, c'est pas possible. Je lui dis, je comprends pas bien. Malheureusement, aujourd'hui, ben, je comprends bien de quoi il s'agit. Et puis, un autre moment où, en revenant de chez son père, donc elle va aux toilettes, et puis je vois qu'elle a un anus complètement dilaté, et avec plein de micro-fissures. Et puis alors là, j'ai un sérieux moment de trou. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, je me suis dit, ben, ça doit être une selle difficile. Et puis j'ai tout de suite effacé ça de... Vous l'avez effacé, mais ça vous a traversé l'esprit malgré tout. Et je me dis, mais non, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Je contacte aussitôt l'association Havre, hein, qui se trouve à la Garde, à côté de Carqueiranne, et qui me dit de me rendre à la police. Je prends contact avec mon avocate pour lui raconter ce qui se passe, et elle me dit vous devriez mieux passer par un psychologue, parce que sinon vous risqueriez d'avoir une dénonciation calomnieuse. Vous savez, votre mari, il a beaucoup de relations. Ces relations. Ces cercles de franc-maçonnerie auxquels il participait. Il est franc-maçon. Il s'en cachait pas, il était même très fier d'en appartenir. Comment s'appelle votre avocate, s'il vous plaît? Donc Maître Christ. Maître Christ. Donc avocate au barreau de Toulon. Et donc je fais un simple signalement suite au conseil de mon avocate. Je ne porte pas plainte. Donc le lendemain matin, je me rends à la police. Au commissariat de hier, c'est bien ça? Voilà, le 6 janvier, je fais un signalement. Et donc Camille est auditionnée avec une audition filmée. Le policier nous demande de revenir le lendemain. Donc elle est à nouveau filmée, elle réexplique ce qui se passe. Audition filmée, donc c'est la fameuse procédure Mélanie. Voilà. Le substitut du procureur via les policiers m'autorise à ne pas rendre l'enfant au père. Le vendredi 7 janvier où je devais rendre l'enfant au père, donc c'était son tour de garde. Je n'ai aucun écrit, ils ne font qu'une autorisation orale. Ah, vous n'avez rien eu par écrit? Voilà. Donc je prends acte de cette autorisation, je me dis bon bah il n'y a pas de souci, et puis je garde l'enfant avec moi. Et donc Camille continue de parler, elle est complètement soulagée d'avoir pu raconter tout ce qui se passe. Et le 17 janvier au soir, au moment du coucher, elle a envie de parler plus. Donc ma mère était présente, je lui demande si elle veut que je sois seule avec elle ou si elle veut maman et mamie. Elle veut qu'on soit toutes les trois, et elle nous fait des révélations tout à fait brutales de viols répétés et réguliers de la part de son père, des viols anaux. Bon, alors là j'imagine que c'est le choc total. Là on s'effondre complètement, je me dis comment c'est possible de faire des horreurs pareilles sur un petit bout de chou de 5 ans. Oui. C'est-à-dire il fait lui-même 1m90, il fait 120 kg, il a 63 ans. Et donc le 17 janvier, Camille nous parle des viols. Le 18 janvier, je porte plainte. Là, cette fois, c'est une plainte que vous faites, une plainte directe, ou vous allez au même endroit? Je vais au même endroit, au commissariat de police de hier, avec le même policier. Qui s'appelle? Qui s'appelle capitaine de police Philippot. Capitaine de police Philippot. Je porte plainte pour viol sur mineur de moins de 15 ans, par ascendant. Oui.